Vous connaissez forcément John Cena. En fait, même si vous n'êtes pas fan de catch, vous savez forcément qui c'est. Déjà parce que c'est pas impossible que vos proches aient suivi le catch à une époque où il était à son prime, mais aussi et surtout parce qu'il a maintenant explosé au-delà de ce domaine pour devenir une vraie star du cinéma. Mais avant d'arriver à ce niveau-là, Cena il a dû passer par de nombreuses étapes. Il n'est pas arrivé à la WWE avec déjà cette personnalité forte qui a fait le succès de sa carrière, et bien au contraire d'ailleurs. Quand il débute en 2002, il n'est qu'un catcheur parmi les autres, et même si ses débuts sont très connus, notamment avec cette poignée de main à l'Undertaker, rien ne le destinait à une très grande carrière. Semaine après semaine, les fans se lassent de ce personnage basique avec ses tenues par défaut, et il faut attendre un déclic de nombreux mois plus tard pour voir le catcheur exploser. C'est en rappant dans un bus lors d'un trajet entre deux shows que John Cena sera repéré par Stephanie McMahon, qui va lui proposer de faire la même chose à la télévision. Et alors qu'il était sur le point d'être licencié parce qu'il ne progressait pas assez, John Cena se transforme totalement pour devenir le Doctor of Thuganomics, qui lui permettra 2 ans après ses débuts de faire sa première apparition sur la plus grande scène du monde. Aujourd'hui, on va donc revivre ensemble les débuts de John Cena à WrestleMania, mais aussi un show très cool et même exceptionnel en direct du Madison Square Garden, dans lequel on a aussi les débuts à WrestleMania de Randy Orton et Batista, ainsi que l'apogée de 2 catcheurs sous-estimés de l'époque. C'est l'heure de revenir ensemble sur WrestleMania 2. Bon, ce show encore une fois, c'est celui de la nouvelle ère. Ok, il y a encore The Rock et Mick Foley sur la carte, mais ils n'ont pas une place très importante et on sent vraiment une grande volonté de mettre en avant la nouvelle génération. À côté de ça, on le voit aussi dans la présentation générale, année après année, le public évolue et on entre maintenant dans les WrestleMania de la vingtaine, ce qui personnellement me régale, d'autant que pour célébrer le 20e épisode du show, on se retrouve là où la première et la 10e édition se sont tenues, le Madison Square Garden. On a donc une super arène et ce très beau set peut servir immédiatement avec l'entrée de celui qui représente le mieux la nouvelle ère, John Cena. C'est sous une immense ovation que le challenger au titre des États-Unis fait son entrée à WrestleMania après avoir simplement défié le Big Show lors du SmackDown du 19 février en lui disant que celui-ci ne l'avait jamais battu. Et donc, après des attaques du géant sur son challenger, John Cena peut enfin arriver sur la plus grande scène du monde, prêt à en découdre. Mais John Cena, il n'est pas là que pour combattre. Il est là pour profiter et pour marquer un grand moment. C'est donc lui qui va ouvrir le show micro en main en lâchant un petit freestyle pour chauffer la foule et les faire chanter Big Show Sucks, ce qui évidemment mène à l'entrée de l'athlète le plus massif au monde. Le champion des États-Unis s'avance alors au ring hors de lui après les provocations de son challenger, et le titre des États-Unis peut alors être défendu pour la toute première fois à WrestleMania. Et oui, vous le voyez, ce soir c'est vraiment le show des premières fois, et vous allez voir que c'est loin d'être fini. Le face-à-face entre les deux, déjà, il est très important puisqu'on voit clairement la différence de taille et de poids, mais ça n'empêche pas le public de soutenir le challenger, et le Big Show montre directement sa puissance en malmenant son adversaire. Très vite, John Cena revient grâce à l'aide des cordes, mais il se fait capter en plein air par le géant qui peut immédiatement imposer son rythme avec de gros coups sous les chants d'encouragement pour John Cena. On retrouve donc une construction très classique, avec Cena qui revient par moments pour donner espoir au public mais qui se fait à chaque fois écraser par son adversaire, jusqu'à ce que bien entendu la tendance finisse par s'inverser. Et oui, en fait tout ça c'est fait pour frustrer le public et ça marche vraiment bien parce que tout le long du match ils encouragent Cena et ils huent le Big Show, et le challenger qui se contente simplement de résister en se dégageant de toutes les tentatives de tomber va enfin finir par revenir. Malgré la grosse prise de soumission du Big Show qui va durer franchement un très long moment, j'ai pas trop aimé j'avoue, Cena revient avec des coups qui font reculer le géant et le fait tituber avec un tacle entre les jambes avant de faire exploser le Madison Square Garden en portant les plus de 200 kg du Big Show sur ses épaules pour les écraser au sol avec son FU. À ce moment-là, tout le monde est convaincu que John Cena va créer l'exploit et il rive donc les épaules du champion. Mais à la surprise de tout le monde, le Big Show se dégage et reste dans le match. Pour autant, Cena ne lâche rien, il va même chercher sa chaîne et veut exploser son adversaire avec, mais bien sûr, l'arbitre vient pour l'en empêcher, puisque s'il l'utilise, il se fera disqualifier. Sauf que l'arbitre, il a pas vraiment prévu que Cena était plus malin que ça. Et donc, le challenger va jeter sa chaîne de l'autre côté du ring pour distraire l'arbitre, et il se saisit de son poing américain personnalisé pour envoyer une immense droite au Big Show, et le porter une seconde fois sous l'explosion des fans avant de l'écraser au sol et de lui river les épaules, pour remporter son tout premier titre solo à la WWE. Franchement, ce match, je le trouve extrêmement cool. C'est sûr que la domination du Big Show elle est plutôt lente et que la fin est controversée parce que Cena utilise un point américain, mais quand on se remet dans le contexte de l'époque, on voit que ça marche à merveille. Le simple fait d'avoir Cena qui porte le Big Show, ça fait réagir tout le monde et c'est parfait pour ouvrir le show. En plus, le combo freestyle avant le match, frustration du public, retour avec une grosse prise et enfin victoire du favori des fans, c'est juste génial. Et honnêtement, en 2004, tu vois un WrestleMania qui s'ouvre comme ça, bah forcément t'as hâte de la suite.
Bon, c'est sûr qu'en le regardant aujourd'hui, on est certainement aussi biaisé par le fait qu'on connaît l'avenir de Cena, hein, mais quand même, en mettant ça de côté, je trouve cet opener hyper sympa. Allez, après de nombreux segments dans les vestiaires, dont un plutôt cool d'ailleurs avec l'évolution qui parle de son match à venir contre la Rock & Sock Connection, sur lequel on reviendra plus tard, on peut enchaîner avec le match suivant, qui malheureusement continue pas de mettre la soirée sur de bons rails. En fait, ce match il fait partie de ceux qui illustrent un petit peu le problème de ce WrestleMania. La WWE a juste pour moi voulu mettre trop de choses cette année. On a un total de 12 matchs et franchement, juste en regardant la carte comme ça, il y en a facile 4 qu'on pourrait enlever ou mettre dans le pré-show. Et celui-là, malheureusement, il en fait partie. En fait, comme la WWE ne savait pas trop quoi faire des titres par équipe de Raw et de SmackDown, ils vont être défendus dans 2 Fatal 4-Way par équipe, et on a donc droit au premier de la soirée pour les titres de champion du monde défendus par Booker T et Rob Van Dam contre La Résistance, Cade et Jindrak et les Dudley Boys. Alors bon, l'avantage avec ça, c'est que certains catcheurs de cette nouvelle génération ont eux aussi l'occasion de faire leur début à WrestleMania, mais vous l'imaginez bien, ils auront pas tous le même succès que Cena. Comme l'an dernier, il y a que 2 catcheurs dans le ring, et on peut donc faire le changement avec n'importe quel membre de n'importe quelle équipe, et ce soir c'est Rob Van Dam qui ouvre le combat contre René Dupré. Avec ça, les champions vont dominer pendant les premiers instants du match, jusqu'à ce que Booker finisse par se retrouver contre Bubba Ray et qu'il se fasse malmener pendant quelques temps. Bon, avec ça, on voit bien la chute de Booker T par rapport à l'année précédente, hein, et pour revenir sur le match, ça reste pas exceptionnel. En fait, Booker T va vraiment devenir la cible de tous les catcheurs à partir de là, puisque Jindrak va débarquer pour tenter de gagner les titres et René Dupré va faire la même chose pour continuer de dominer la moitié des champions par équipe. À partir de là, on arrive vraiment dans le ventre mou du match un petit peu, avec une longue soumission de Conway sur Booker T qui reçoit même pas tant de soutien que ça, hein, et franchement le public a l'air totalement sorti du match, même s'ils vont quand même se réveiller un peu au retour de Booker T. Justement, Booker il fait rentrer Orvidi qui peut dérouler sur tout le monde pour réveiller la foule et proposer évidemment du bon catch, hein, parce que c'est le roi, et il passe même proche de gagner le match avec son Frog Splash, mais il est arrêté par Devon Dudley. Après ça, le match part dans une bagarre générale avec quasiment tout le monde dans le ring, jusqu'à ce que finalement les Dudley réussissent à isoler Booker T pour tenter leur 3D. Bon, là j'avoue que j'ai quand même bien aimé le fait que Garrison Cade il débarque pour pousser Bubba et empêcher la prise de se faire, c'est assez sympa comme spot, et en plus ça mène à la fin du match puisque Conway revient dans le ring et se fait coucher par Booker avant de déguster un Frog Splash de Orvidi, qui permet aux champions de conserver leur ceinture. Du coup c'est quand même un peu dommage parce que sur la fin le public se réveille et la deuxième partie du match est vraiment pas trop mal, mais en soi le début pour moi est beaucoup trop long et la période de domination des autres équipes sur Booker est vraiment pas terrible, donc le match au global n'a pas marqué les fans. Et donc on peut directement enchaîner avec cette fois-ci un match très cool entre Christian et Chris Jericho. Alors, je vous l'accorde, sur le papier, l'histoire elle peut paraître un peu goofy, hein, parce que de base ça part de Jericho qui dit qu'il peut réussir à sortir avec Trish avant que Christian ne sorte avec Lita, c'est super hein, mais évidemment, entre les deux, on peut bien sûr s'attendre à un grand match. Et puis en plus là je vous ai résumé le début de l'histoire, mais bien sûr il n'y a pas que ça, parce que derrière Christian va plus ou moins vouloir arracher Trish Stratus des mains de Jericho, et il va d'ailleurs lui arracher la tête avec une corde à linge dans un match, pour officiellement tourner le dos à son ami et lancer cette rivalité. Oui, parce qu'à partir de là, Christian va prétendre que Trish a ruiné la vie de Jericho et qu'en tant que meilleur ami, il se devait de la détruire pour le sauver. Et franchement, si de base l'histoire paraît pas folle comme je l'ai dit, après le clip d'introduction, j'avais quand même très envie de voir le combat. Et donc, on peut accueillir Christian sous les huées des fans, puis Jericho sous l'explosion du Madison Square Garden, pour que les deux rivaux puissent enfin régler cette histoire. Directement, les deux partent à la lutte avec de violents coups de Jericho sur son ancien pote, et Y2J va dominer le début du combat grâce à sa rapidité. On a donc un début technique et rapide, avec Jericho qui prévoit le saut de son adversaire et le couche avec une corde à linge, et Y2J montre très vite qu'il est meilleur que son adversaire, puisqu'il contre toutes ses prises et déroule pour le plus grand plaisir des fans. Il saute sur Christian à l'extérieur, il passe proche de la victoire dans le ring et il manque de coincer Christian dans son Walls, et c'est cette petite erreur qui permet à son adversaire de revenir. Avec ça, Christian lui va imposer son propre rythme avec de violents coups et des étranglements au sol, et sous les champs Y2J, l'ancien champion de la WWE se fait malmener. Du coup là on change totalement de rythme parce que Christian ralentit grandement la vitesse et contre encore le Walls avec un doigt dans l'œil pour garder le dessus et frustrer les fans qui sont encore derrière Jericho. Les deux finissent alors par échanger des coups au centre du ring et c'est Y2J qui profite de la vitesse donnée par une projection dans les cordes pour reprendre le dessus et continuer ce combat disputé qui passe très proche de se terminer après un roll-up de Christian qui utilise l'aide des cordes. Franchement, le rythme du match, je le trouve hyper bien géré, on sent vraiment qu'on a affaire à deux catcheurs très expérimentés et talentueux parce que tout est fluide et logique, avec notamment Christian qui contre le Lionsault de Jericho pour montrer qu'il connaît très bien son adversaire. En plus, si vous avez vu ma vidéo sur WrestleMania 19, vous savez que Jericho sort de son gros match contre Michael cette année-là, donc on sait de quoi il est capable, et Christian quant à lui montre qu'il est largement à la hauteur puisqu'il propose également de très belles choses. Les deux arrivent aussi à mettre beaucoup d'intensité pour nous montrer que la rivalité est personnelle, et ça se voit avec tous les contres qui s'enchaînent sur la moitié des prises et avec les gros coups envoyés par les deux hommes. Christian va même tenter de faire abandonner Jericho avec un Texas Cloverleaf après tout ça, mais Y2J le retourne et le coince dans son Walls qui ne passe toujours pas puisque Christian réussit à atteindre les cordes.
Sauf que quand je vous disais que ce match était personnel, bah là ça se ressent très bien. Intelligemment, Jericho ne lâche pas la prise et le Wolves va donc continuer à l'extérieur dans une scène que j'ai beaucoup aimée. Même si Jericho peut pas garder la prise trop longtemps à cause du contre de l'arbitre, il va quand même rester dans le match et il écrase Christian avec une souplex, jusqu'à ce que finalement Trish Stratus, celle qui était au centre de cette histoire, ne fasse son entrée. Sous les yeux de Stratus, Christian et Jericho échangent les coups et c'est Captain Charisma qui reprend le dessus avec un DDT, mais alors qu'il veut monter sur la troisième corde, il est interrompu par Stratus. Christian, qui n'en a rien à faire, commence à l'attraper pour la mettre dans le ring et il la projette violemment au sol, ce qui évidemment va mettre Y2J hors de lui et mener à la fin du match. Jericho va jeter Christian du ring et il va voir Trish pour essayer de l'aider, mais celle-ci qui est dans le coin et qui ne voit pas ce qui se passe pense que Christian revient à la charge et donc elle envoie un coup de coude en plein dans le crâne de son associé. Y2J ne sait alors plus où il est et à ce moment-là Christian en profite en se jetant dans le ring et en plaçant un roll-up sur Jericho pour lui river les épaules et remporter le match dans un finish très intéressant. Franchement, le fait que la fin du match colle parfaitement à la rivalité et j'ai adoré. Et en plus, après le combat, c'est pas fini parce que tout le monde est convaincu que Trish n'a pas fait exprès de frapper Jericho et elle essaye de l'empêcher de s'en prendre à Christian après le combat. Mais surtout, elle finit par envoyer une claque à Y2J pour permettre à Christian de le clouer au sol avec son Unprettier pour tourner le dos aux fans et continuer d'alimenter cette histoire. Du coup, on a un match très cool avec une histoire racontée de manière logique et une fin intéressante qui montre que tout ça n'est pas fini. Bref, pour moi, c'est un excellent moyen de continuer ce show et de raconter une super histoire. Allez, justement, pour continuer le show, on va enchaîner avec un match que j'attends quand même pas mal sur cette carte, le combat entre l'Evolution et la Rock and Sock Connection. Alors, cette rivalité, elle commence près d'un an avant WrestleMania, avec la rivalité entre Orton et Foley, dans laquelle ce dernier va refuser de catcher pendant de nombreux mois, malgré les nombreuses provocations du tueur de légende. Bon, c'est vrai que l'histoire, elle est surtout mémorable pour ce qui va se passer après WrestleMania 20, notamment avec l'incroyable match entre Orton et Foley à Backlash, mais à ce moment-là, la rivalité entre les deux finit par déborder et elle force Foley à accepter de revenir dans le ring après 4 ans sans combattre, pour se réunir finalement quelques temps plus tard avec son partenaire de l'époque, The Rock. Malheureusement pour les deux légendes, eux, ils n'ont pas de troisième partenaire et ils vont donc défier Orton, Flair et Batista à un match handicap pour permettre aux deux jeunes recrues de Triple H de faire leur début sur la plus grande scène du monde. Bon, le fait de voir ces images, ça m'a vraiment fait réaliser que si l'an passé on a eu un passage de flambeau entre The Rock et Austin et qu'on avait déjà eu un premier passage entre The Rock et Hogan à WrestleMania 18, bah au final ça a pas servi à grand chose parce qu'à ce moment-là The Rock n'a pas combattu depuis Backlash 2003, soit près d'un an plus tôt, et après ce show il ne combattra plus jusqu'à son retour en 2011. Mais bon, à part tout ça, j'avais quand même extrêmement hâte de ce match. D'ailleurs, il va commencer très vite avec une bagarre générale qui mène rapidement au début du combat qui oppose Ric Flair à The Rock. Honnêtement, même si c'est dans un match par équipe, ça fait quand même quelque chose de voir ces deux-là un contre un dans le ring, et honnêtement, je trouve que c'était hyper intelligent de commencer avec ça. Après, l'affrontement, il va pas non plus durer 15 ans, parce que Flair se fait malmener et finit par faire rentrer Randy Orton, qui va alors se retrouver contraint d'affronter son rival Mick Foley. Orton, lui, il est pas très chaud pour affronter le roi du hardcore, donc il va commencer à fuir, mais Foley finit par le rattraper, et il peut alors dérouler et combiner avec The Rock pour garder l'avantage dans le combat. Évidemment, l'Evolution, ils profitent rapidement de leur avantage à 3 contre 2 et Batista finit par rentrer pour dominer The Rock et donner à son équipe le dessus sur la Rock and Sock Connection. A partir de là, The Rock est vraiment dominé et même s'il fait rentrer Foley et que celui-ci déroule pendant quelques instants sur Batista, il finit lui aussi par se faire avoir par le surnombre et Randy Orton peut alors se venger et dominer son rival. L'Evolution va donc très bien contrôler le match avec des changements rapides pour mettre Foley en immense difficulté, mais les encouragements de la foule finissent par porter leurs fruits, puisqu'après avoir été malmené par Orton, Flair et Batista pendant de nombreuses minutes, Foley surprend le Nature Boy et fait rentrer The Rock qui peut faire le ménage. Alors, j'avoue que la période de domination de l'Evolution, elle dure vraiment longtemps, mais pour autant elle est pas horrible, et je trouve que le retour de The Rock est vraiment cool. Mais bien sûr, encore une fois, le surnombre finit par avoir raison du People's Champ, et Batista le couche avec un Spinebuster pour permettre à Flair de tenter un People's Elbow. Alors, c'est sûr que Flair, il va pas réussir, il se fait stopper, et c'est The Rock qui peut le moquer avant de lui-même le coucher avec sa propre prise, dont Flair réussit à se dégager. Dans un dernier élan d'espoir, il fait quand même rentrer Randy Orton, qui se fait immédiatement calmer par un Rock Bottom, mais grâce à une nouvelle intervention du Nature Boy, Orton est sauvé et reste dans le combat. Toujours fidèle à lui-même, Ric Flair court chercher une chaise à l'extérieur pour distraire l'arbitre et permettre à Batista de coucher The Rock avec une Batista bombe pour passer extrêmement proche de donner une immense victoire à son équipe. Oui, en fait, sous une grosse ovation, The Rock réussit à se dégager et il va même faire rentrer Foley qui remet l'Evolution entière à sa place avant de préparer son Soko Close sur le tueur de légende. Mais de nulle part, Orton le couche avec un RKO, le premier out of nowhere de l'histoire de WrestleMania, et il lui rive les épaules pour donner la victoire à son équipe. Personnellement, j'ai juste adoré ce match. En fait, je l'ai même préféré à tous ceux qu'on a eu jusqu'à présent. Et le fait de donner la victoire à l'Evolution et encore plus à Randy Orton sur deux légendes, je trouve que c'est absolument parfait pour les construire. En fait, face à eux, on a deux catcheurs qui sont vraiment en fin de carrière et ils perdent absolument rien à mettre en avant Orton et Batista qui, eux, seront le futur de la WWE, donc c'est génial.
En plus, pour leur dernier WrestleMania en équipe, The Rock et Foley ont l'occasion de rester un petit peu dans le ring après ça pour profiter d'une standing ovation du Madison Square Garden, qui honnêtement est amplement méritée. Allez, sur ce, on peut passer à la suite, et en l'occurrence, la suite c'est la présentation des membres du Hall of Fame. Alors, c'est marrant parce que si je dis pas de bêtises, c'est la toute première fois qu'on nous présente les membres du Hall of Fame comme ça à WrestleMania, et en vrai je voulais le mentionner parce que c'est une tradition qui va revenir chaque année et qui permettait de donner encore plus de reconnaissance aux légendes du passé. Ah bah tenez, d'ailleurs, puisqu'on parle de reconnaissance, n'en donnons absolument aucune au match suivant. Parce que oui, là je sais pas trop quoi vous dire, hein, l'an dernier j'étais content d'avoir un match féminin très cool à WrestleMania, et cette année on a le droit à un match par équipe en robe de soirée sponsorisé par Playboy. Bon, évidemment, sponsorisé par Playboy, ça implique le fait que les robes de soirée, elles vont pas tarder à être enlevées, hein, et putain, mais attendez, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis vraiment en train de décrire ce qui se passe premier degré, là? Non, non, c'est bon, ça suffit les conneries, on s'en fout, c'est nul, c'est vraiment le niveau 0 de la WWE à l'époque, et en plus, je crois que c'est censé être un match SmackDown contre Raw, enfin bon, j'en sais rien, j'ai pas bien compris, c'est Tori Wilson et Sable qui gagnent, bref, c'est pas intéressant, et on passe à la suite. La suite, en l'occurrence, c'est un peu mieux, mais c'est pas non plus légendaire, hein. C'est le match à 10 pour le titre Cruiserweight. Parce que oui, on va pas se mentir, ce match, même si sur le papier il peut avoir l'air sympa, c'est pas le match de la soirée. Déjà, le concept est étrange, en fait, deux catcheurs commencent dans le ring et les autres attendent leur tour à l'extérieur puisqu'ils ne peuvent rentrer que lorsqu'un des deux est éliminé. Du coup, on a le droit à Ultimo Dragon qui déroule sur Shannon Moore pour l'éliminer avant de se faire attaquer par Jamie Noble qui réussit très vite à l'éliminer à son tour. Bon, en l'occurrence, en termes d'élimination rapide, on fera pas mieux que celle de Funaki, hein, parce qu'il rentre dans le ring et se mange directement un roll-up par Noble avant de se faire éliminer, ce qui mène à un petit affrontement sympa entre Nunzio et Jamie. Alors, en soi, l'action du match, elle est vraiment cool, c'est rapide et fluide comme tous les combats de Cruiserweight, mais malheureusement, le combat est très court, surtout pour un match avec autant de catcheurs. En fait, après ça, Nunzio se fait éliminer par un décompte extérieur et Billy Kidman s'éclate la tête sur ses adversaires avec un shooting star press un peu raté, avant de réussir à éliminer Noble pour enchaîner avec un affrontement contre Rey Mysterio. Bon, bien sûr, Rey Mysterio, lui, il régale comme l'année précédente, hein, il a une tenue très cool en plus, en référence à The Flash, et tout ça lui permet, après un très beau sunset flip, de venir à bout de Kidman pour se retrouver face à Tajiri. Vous le savez, ces deux, ils sont absolument excellents, du coup ça offre de très beaux échanges, peut-être même les plus cools du match, et Rey Mysterio se rapproche grandement du titre Cruiserweight en éliminant son adversaire après avoir esquivé le mist qui est parti dans la tête de Akio pour l'empêcher de participer au combat. Du coup, à ce moment-là, il ne reste alors plus que Mysterio et Chavo dans le match pour offrir la finale pour le titre Cruiserweight. Bon, en l'occurrence, cette finale, Mysterio la commence mal, hein, puisqu'il est attaqué par Tajiri qui ne supporte pas la défaite, mais pour autant, ça empêche pas le luchador de revenir et de dérouler sur le champion. Il va même jusqu'à sauter sur Chavo Guerrero Senior à l'extérieur dans un spot très cool, mais malheureusement, après ça, Chavo profite de l'aide de son père pour placer un roll-up à Rey Mysterio et lui river les épaules pour conserver son titre Cruiserweight. Du coup, en soi, c'est dommage, hein, parce que sur le papier, le match est très cool et les combinaisons, comme je l'ai dit, elles sont très sympas, mais malheureusement, on a l'impression que c'est un combat hyper précipité parce que le match n'a que 10 minutes sur la carte, soit en gros à peu près 1 minute par participant. Et puis bon, faut aussi dire que si le principal point négatif de ce match c'est sa courte durée, bah c'est aussi le fait que le résultat frustre pas mal de monde. Mais bon, je vous rassure, hein, en termes de frustration, il arrive pas à la cheville du match suivant. Parce que oui, il est temps d'en parler, vous le savez, WrestleMania 20, il est aussi extrêmement connu, mais pas pour les bonnes raisons pour le combat dont on va parler tout de suite, celui entre Brock Lesnar et Goldberg. Alors, c'est une histoire que j'ai déjà retracée en détail sur la chaîne dans une vidéo dédiée à la rivalité entre les deux, donc là on va repasser assez rapidement dessus, parce que vous l'aurez compris, c'est pas très bien. Mais bon, pour quand même comprendre pourquoi, il faut un petit peu de contexte. En fait, à ce moment-là, la WWE comprend le potentiel de ce match en termes de popularité. Les deux hommes sont construits comme des bêtes invincibles, et donc les avoir face à face à WrestleMania, ça risque de faire grand bruit auprès des fans, même si objectivement, le match sera peut-être pas incroyable. Sauf que, après avoir construit la rivalité pendant plusieurs mois, avec notamment diverses attaques, la WWE se retrouve face à un problème de taille. Goldberg annonce qu'il va quitter l'entreprise. Trop fatigué par l'emploi du temps conséquent de la WWE et réalisant que le catch c'est plus pour lui, l'ancien champion du monde a pris sa décision et WrestleMania 20 sera son dernier combat. Bon, en soi ça pourrait ne pas être un souci, hein. Goldberg il peut très bien perdre ce match et mettre Lesnar en avant, qui lui continuera de catcher et qui aura une victoire de taille dans son palmarès dont il pourra se vanter. Sauf que bah ça va pas tout à fait se passer comme ça. Et non, parce que quelques temps avant WrestleMania, les officiels de la WWE apprennent que Brock Lesnar prévoit lui aussi de quitter l'entreprise après WrestleMania pour se diriger vers une carrière dans le football américain, et donc la WWE se retrouve un petit peu dos au mur. Ils savent très bien que les rumeurs de départ des deux adversaires vont finir par se répandre, et c'est d'ailleurs ce qui se passe à l'approche de WrestleMania, et donc même avec Stone Cold en arbitre spécial qui s'est mêlé à cette rivalité, bah le match était un peu terminé avant même d'avoir commencé. Parce que oui, les fans sont pas dupes, et surtout pas ceux du Madison Square Garden. Voir deux mecs qui vont quitter l'entreprise s'affronter, ça les intéresse absolument pas. Et donc ils vont offrir une immense ovation à Stone Cold pendant son entrée alors que c'est que l'arbitre du match, et ils vont huer copieusement Lesnar et Goldberg pendant la leur.
Bon, du coup, le combat est très particulier parce qu'on a de longues minutes au début pendant lesquelles il se passe absolument rien, si ce n'est le public qui troll en chantant Goodbye et You Sold Out aux deux hommes, jusqu'à ce que finalement le premier contact soit pris. Alors, vous vous en doutez, le match entre les deux, c'est du buffle contre buffle, donc c'est pas forcément hyper intéressant à décrire. C'est des épreuves de force à la chaîne et une longue période où personne n'arrive à montrer qu'il est le plus fort, malgré une petite domination de Lesnar après l'esquive d'un Spear. En fait, le problème de ce match, c'est que comme la foule s'en fiche, il aurait dû être bien plus court. Et si au début les fans s'amusent à chanter et applaudir Stone Cold, à force ils en ont juste marre. Et donc après des enchaînements plutôt moyens dans le ring, Lesnar se fait découper par un Spear mais se dégage, il couche son adversaire avec un F5 et Goldberg lève l'épaule aussi. Et enfin l'ancien champion de la WCW place un second Spear puis un Jackhammer pour remporter le combat. Bon, du coup, là, il y a vraiment pas grand chose à dire, c'est juste pas terrible et le contexte rend le match encore moins intéressant. Et donc, pour quand même donner au public un petit moment sympa, Stone Cold régale en couchant Lesnar avec un stunner avant d'infliger le même sort à Goldberg pour leur faire payer leur affront. Mais bon, avec tout ça, on va enchaîner avec la suite, parce que croyez-le ou non, on n'est qu'à la moitié du show, parce que WrestleMania 20, il atteint un total de 4h30, et donc ne perdons pas de temps et rapprochons-nous des matchs de Main Event. Bon, en l'occurrence, le match suivant, c'est tout sauf un match de Main Event, parce que vous vous en rappelez, je vous ai parlé des titres tag team de Raw au début, bah il est l'heure d'avoir le même match pour ceux de SmackDown. Oui, puis d'ailleurs, quand je dis le même match, franchement, c'est presque totalement le même match. Au début, on a Bradshaw et Shelton qui ont des échanges sympas jusqu'à ce que les Basham Brothers entrent dans le ring et prennent le contrôle quelque temps contre Shelton, puis contre Charlie Haas, avant d'accueillir la moitié des champions par équipe, Scotty 2Hotty. En fait, le match, je trouve qu'il est pas hyper bien placé parce que c'est pas comme si le public sortait d'un gros match avant, du coup ils sont déjà totalement hors du combat d'entrée de jeu et c'est franchement un peu triste. Après, c'est pas non plus catastrophique, on a exactement la même construction que le match tag team précédent, avec Scotty qui subit jusqu'à l'entrée de Rikishi qui explose tout le monde, et qui réussit même à contrer la clothesline from hell de Bradshaw. Avec ça, il enchaîne en profitant du fait que Bradshaw ait couché Danny Basham pour s'asseoir dessus et le couvrir, pour remporter le match et conserver les titres par équipe. Donc voilà, c'est rien d'incroyable, le match en plus est très court, il dure à peu près 6 minutes, et avec ça, on peut donc passer à la suite, qui vous allez le voir, va pas être bien longue non plus. Et oui, la suite, c'est le match pour le titre féminin de la WWE détenu par Victoria, qui ce soir le défend contre Molly Holly dans un match titre contre cheveux. Bon, en soi c'est un peu bizarre parce qu'avec une telle stipulation, on pourrait penser que la rivalité est absolument immense, mais en vrai pas tant que ça. En fait, Molly a juste perdu son titre dans un Fatal 4-Way lors du Raw du 23 février, et après avoir attaqué Victoria la semaine suivante et lui avoir arraché les cheveux, elle s'est retrouvée dans ce match sur la plus grande scène du monde. Du coup, vous vous en doutez, une histoire aussi secondaire n'a pas énormément de temps à WrestleMania, même si en vrai les deux catcheuses sont vraiment pas mauvaises, bien au contraire. Et du coup, après quelques épreuves de force et une séquence de domination de Molly qui mène à des enchaînements sympas de Victoria, la challengeuse reprend le dessus et finit par coincer la championne dans une longue soumission. Après ça, le match va plus durer bien longtemps, puisque Victoria réussit à reprendre le dessus et elle tente une superplex qui est contrée en Sunset Flip, qui malheureusement reçoit pas une énorme réaction, et qui mène à la fin du match, puisque sur un contre et un roll-up, Victoria vole le combat et conserve alors son titre. Bien sûr, le plus intéressant dans tout ça, c'est ce qui se passe après, puisque Molly va tenter de fuir et elle réussit à surprendre la championne pour la mettre sur la chaise de barbier, mais suite à un bug de la tondeuse, zéro van, Molly perd du temps et Victoria finit par l'asseoir de force sur la chaise avant de lui raser les cheveux pour honorer la stipulation. Voilà, vous l'avez vu, c'est ultra secondaire comme histoire, même si le titre est en jeu, et en plus, après 3 heures de show, les fans ils ont juste hâte de voir les matchs de Main Event, ce que justement on va pouvoir commencer à aborder avec le match pour le titre indisputé. L'histoire de ce match, elle commence en début d'année quand Eddie Guerrero remporte une bataille royale pour devenir challenger numéro 1 au titre de champion à No Way Out, et pour décider qui va affronter le vainqueur de ce match à WrestleMania, la WWE organise le même soir un triple menace entre Big Show, John Cena et Kurt Angle. L'histoire de Guerrero, vous la connaissez sûrement, il réussit à surpasser Lesnar dans un immense moment pour remporter son tout premier titre majeur à la WWE, et le même soir, c'est Kurt Angle qui vient à bout de Cena et Big Show pour officialiser ce combat. Et donc, l'histoire en soi, elle aurait pu s'arrêter là, c'était déjà très bien, sauf que évidemment, tout va vite s'intensifier. Kurt Angle trahit Eddie Guerrero quelques jours après No Way Out et il entre dans un personnage bien différent et animé par la haine, dans laquelle il se donne pour mission de sauver SmackDown et la WWE de Eddie Guerrero. Parce que oui, en gros il dit que Eddie ne devrait pas représenter la WWE à cause de son passé d'addict et il dit aussi qu'il n'est pas à la hauteur, et dans cette rivalité, vous allez voir que c'est vraiment Angle qui a le dessus. En fait, l'entreprise continue très bien à jouer sur le côté underdog de Eddie, même s'il est champion, et du coup ça donne vraiment envie de voir le combat. D'autant que, vous vous en doutez, entre deux excellents catcheurs comme eux, ça peut être qu'un bon match. Honnêtement, il fait partie de ceux qu'il faut absolument voir dans ce show, et d'ailleurs c'est bien simple, si vous voulez regarder WrestleMania 20 bien plus vite que les 4h30 qu'il dure, bah vous regardez ce match et le main event. Déjà, c'est trop bien de voir Eddie ultra soutenu par les fans, et dès le début du combat, on sait qu'on va avoir un match excellent. Les deux se lancent dans un match de lutte amateur dans lequel Eddie est très bon, mais vu qu'il est contre un ancien champion olympique, bah évidemment il est dominé.
D'ailleurs, le champion va être en grande difficulté pendant un moment au début du match, et on voit sur son visage que ce combat est très important pour lui. Il arrive quand même à surprendre un petit peu Angle et les deux vont continuer leur très bon affrontement de lutte amateur pendant plusieurs minutes, jusqu'à ce que le champion accélère d'un coup le rythme du combat pour reprendre le dessus. Bon, la vitesse elle reste pas non plus très longtemps parce que les deux hommes échangent quelques soumissions après ça, mais très vite le match redevient rapide avec un échange de souplex et un très gros saut de Eddie vers l'extérieur. Malheureusement pour lui, ce saut va lui coûter très cher puisque Angle le contre et reprend le dessus, faisant encore parler son gros niveau au sol en gardant le contrôle sur le champion. A partir de là, on a juste un festival de Kurt Angle qui envoie des belly-to-belly à Eddie et qui le maîtrise malgré les tentatives de triche de son adversaire, ce qui mène à un combo extrêmement cool dans lequel Angle est repoussé de la troisième corde par le champion, qui enchaîne avec une tentative de frog splash dans un moment très bien amené. Tout ça, ça permet quand même à Angle de garder le contrôle total du match et les fans commencent alors à être frustrés, mais ils explosent quand même quand Eddie encaisse les coups de Angle pour finalement dérouler avec une excellente combinaison qui lui permet de coucher son adversaire avec une souplex. Malgré tout, le challenger reste dans le match et même s'il passe très proche de la défaite avec un roll-up, il se reprend et tente son Angle Slam qui là encore est contré par le champion, qui en profite pour dérouler avec ses 3 amigos. Pour continuer de montrer une grosse alchimie entre les deux, Eddie n'arrive à placer que 2 souplex sur 3 puisque la troisième est contrée par Angle, qui le coince dans son ankle lock, mais qui très vite se fait surprendre par le champion qui se retourne et le repousse pour sauver son titre. Franchement, les échanges de contre de ce combat, j'ai juste adoré, d'autant qu'après ça, c'est toujours pas fini parce que Eddie monte sur la troisième corde pour envoyer son frog splash, mais il est rejoint par Angle, qui l'écrase avec une immense souplex pour passer encore très proche de la victoire. Une fois de plus, le ankle lock ne suffit pas et Eddie réussit à contrer en roll-up, et alors qu'il est parti pour subir le angle slam qui conclura certainement le combat, Eddie contre encore une fois et couche son adversaire avec un DDT. Vraiment, je me répète, mais les contres de ce combat, ils sont vraiment hyper bien pensés, et ils font qu'on sait jamais qui a vraiment le dessus, c'est juste incroyable. En plus, ce moment, il mène à un des spots les plus fous de ce combat parce que Eddie réussit à placer son frog splash sous l'ovation du Madison Square Garden, mais alors que tout le monde est convaincu que le combat est fini, Angle se dégage et choque le monde. En plus, il s'arrête pas là après ça puisqu'il surprend Eddie et le coince dans son ankle lock, ce qui permet de construire les prémices de la fin du match. En fait, le champion trouve une astuce intelligente pour se libérer en envoyant Angle à l'extérieur avec une roulade, et puisqu'il a quand même souffert au niveau de la cheville, il défait son lacet pour libérer la pression. De retour dans le ring, Angle veut donc enchaîner avec un nouveau ankle lock, sauf que cette fois-ci, Eddie roule et profite de son lacet d'effet pour perdre sa chaussure et se libérer, laissant Kurt Angle confus avec une botte dans la main et lui plaçant un roll-up surprise juste après, pour remporter le match sous une très belle réaction. Honnêtement, je me rappellerai toujours de la première fois où j'ai vu ce match. La réaction de Angle après, elle est juste trop bien, et avec ça, Eddie garde parfaitement son rôle de underdog et reste fidèle à son personnage. Franchement, c'est juste formidable. Allez, avec tout ça, même si ce match est très cool, il faut enchaîner, et on passe donc au premier des 2 derniers combats, celui de l'Undertaker. Là, l'histoire, elle est assez simple, mais pour autant, elle est géniale. En fait, Kane n'a eu de cesse de prétendre que l'Undertaker était mort après avoir aidé Vince McMahon à le battre dans un Buried Alive match lors des Survivor Series, et donc il estime s'en être débarrassé. Bon, au-delà de ça, Kane était en fait persuadé que l'Undertaker n'existait plus depuis longtemps, puisqu'il avait quitté le côté obscur pour devenir l'American Badass, cette version très différente du Deadman, sauf que le frère de l'Undertaker était très loin d'avoir raison. En fait, à partir de là, il va se faire hanter par le Deadman semaine après semaine avec le Phenom qui va teaser à plusieurs reprises le retour de son ancien personnage, mais malgré tout ça, Kane reste persuadé qu'il ne reviendra pas. Cette période, si vous la connaissez pas, allez la revivre parce qu'elle est trop cool, les teasers du retour du Deadman, ils fonctionnent super bien, en tout cas pour moi, ils avaient hyper bien fonctionné, parce que je me rappelle d'avoir vécu cette rivalité des années plus tard sur un DVD de l'Undertaker, donc honnêtement, j'en ai de très bons souvenirs. Du coup, le match est rendu officiel petit à petit, même si personne n'est sûr qu'on va vraiment voir le Deadman de retour à WrestleMania, et donc Kane fait son entrée sur la plus grande scène du monde pour peut-être avoir un deuxième combat face à son frère. Persuadé que celui-ci est mort, Kane fait le malin dans le ring et il a l'air hyper confiant, mais soudain, la lumière s'éteint et Paul Bearer fait son apparition sur la scène, accompagné par son urne et par des druides. A partir de là, il n'y a plus aucun doute, le gong retentit pour la première fois depuis près de 4 ans, et l'Undertaker fait officiellement son retour en tant que Deadman. En vrai, avec tout ce qu'on a eu jusqu'à maintenant, plus ce moment, ce WrestleMania, c'est vraiment les frissons. Mais bon, malheureusement, après tout ça, le match, pour moi, il n'est pas exceptionnel. Alors, je trouve pas qu'il est horrible non plus, mais en fait, il est incroyable jusqu'à ce qu'il commence, et une fois que la cloche sonne, bah c'est juste un match basique. Bien sûr, Kane est terrifié et il croit pas qu'il a vraiment le Deadman face à lui, et c'est là qu'est le point central du match. Il se fait directement dominer par l'Undertaker à l'intérieur et à l'extérieur du ring, et le Big Red Monster n'a jamais vraiment de réponse. Il finit par revenir sur un contre et il déroule pendant quelques instants sur son frère en se jetant sur lui depuis la 3ème corde, puis les deux vont échanger des coups au centre du ring. Après ça, l'Undertaker finit bien sûr par revenir, il tente de placer ses classiques mais Kane le contre et veut le coucher avec un chokeslam, ce qu'il finit par réussir à faire après un petit échange de contre. Sauf que, évidemment, après tout ça, c'est pas terminé.
Kane, lui, il est convaincu qu'il est sur le point de gagner, mais l'Undertaker se relève avec son sit-up et il déroule sur son frère en le couchant avec un chokeslam avant d'en finir avec son tombstone piledriver pour amener sa streak à 12-0. Donc, encore une fois, vous le voyez, le match il est sympa, il est loin d'être horrible, mais juste, je trouve qu'il est pas à la hauteur de la très grosse rivalité qu'il y avait avant. En plus, il dure même pas 10 minutes, donc en vrai c'est un peu décevant, mais au moins ça permet le retour du personnage du Phenom qui ne quittera plus jamais l'Undertaker jusqu'à la fin de sa carrière. Et oui, je sais qu'il y en a quelques-uns qui vont me dire que techniquement contre AJ Styles c'était le badass, si vous voulez, mais bref, on est maintenant à près de 4 heures de show et il est donc temps de conclure cette immense WrestleMania avec le main event. Et vous vous en doutez, cette histoire aussi elle est immense. Tout commence pendant l'année 2003 avec la rivalité entre Shawn Michaels et Triple H autour du titre poids lourd qui nous offre des matchs absolument fous dans lesquels les deux anciens associés n'arrivent pas vraiment à se départager. Alors oui, en fait cette rivalité elle dure depuis nettement plus longtemps puisqu'elle avait déjà plus ou moins démarré en 2002 au retour de Shawn Michaels, mais là où tout devient très important c'est quand elle tourne autour du titre poids lourd puisque Michaels passe très proche de le remporter à 2 reprises, notamment lors du Royal Rumble. Ce soir-là, il affronte Triple H dans un Last Man Standing et alors qu'il est à bout de force, il couche le champion avec un switch-in musique mais ne parvient pas à se relever avant le compte de 10, ce qui donne un match nul et permet à The Game de conserver la ceinture. Le même soir, c'est Chris Benoit, un catcheur de SmackDown, qui remporte le Royal Rumble dans un très grand moment en étant parti de la première position, et si à la base tout le monde pense qu'il est obligé d'affronter le champion de SmackDown, on découvre à l'époque qu'il est en fait en droit de choisir le champion de son choix, et il défie donc Triple H à WrestleMania pour le titre poids lourd. Évidemment, tout ça, ça ne plaît pas à Shawn Michaels, qui espérait pouvoir retrouver son rival sur la plus grande scène du monde, et il va donc coucher Benoit lors de la signature de contrat pour signer le document à sa place et s'insérer dans le match. Bon, en fait, même s'il a signé le contrat, à ce moment-là, il n'est pas officiellement dans le match, mais puisqu'il vient à bout de Chris Benoit la semaine suivante après l'intervention de Triple H, le Heartbreak Kid est définitivement inséré dans le main event du plus grand show de l'année, qui devient alors un triple menace. Et là, c'est pas difficile de comprendre pourquoi ce match est dingue. L'histoire entre Michaels et Triple H est déjà folle, l'ascension de Benoit et sa victoire au Royal Rumble est dingue, la guerre autour du respect entre Benoit et Michaels est hyper cool, et tout ça nous garantit un immense moment. Avec tout ça, on peut donc accueillir Shawn Michaels, Chris Benoit et le champion Triple H pour conclure WrestleMania 20 sur une note tout bonnement exceptionnelle. Alors oui, je sais qu'avec les événements qui ont eu lieu quelques années plus tard, c'est difficile de regarder ce match et ce moment de la même manière, et j'en reparlerai un petit peu à la fin, mais dans le contexte de l'époque, cette histoire et ce match sont absolument excellents. Directement, les trois hommes vont partir à la lutte, il n'est pas question d'alliance ou de catcheurs qui prennent leur temps, et Triple H finit par être sorti du ring, pour laisser Shawn Michaels et Chris Benoit régler leur compte. Après tout ça, The Game finit quand même par revenir, et il part à la lutte contre ses deux challengers, jusqu'à ce que le vainqueur du Royal Rumble soit à son tour mis dehors, pour laisser les deux membres de DX régler leur compte. Triple H va lui très bien gérer son match à ce moment-là, puisqu'il se débarrasse de Michaels et s'occupe de Benoit à l'extérieur, mais le Heartbreak Kid revient quand même, et couche tout le monde avec un immense moonsault. De retour dans le ring, Michaels et Triple H repartent à la lutte et le pedigree passe très proche de coucher HBK, mais Benoit revient et reprend le contrôle du combat le plus important de sa carrière. Il déroule sur le champion et même si The Game réussit à le coincer dans un coin et lui envoie Shawn Michaels en pleine tête pour revenir et lutter contre son ancien partenaire, Chris Benoit se reprend et déroule avec des German suplex sur le champion. Pour moi, l'aspect triple menace de ce combat est géré absolument parfaitement avec de l'action constante puisque Benoit va tenter d'enchaîner avec son diving headbutt mais se fait reprendre par Shawn Michaels qui de son côté finit couché par un DDT de Triple H. Avec ça, la lutte entre le champion et le vainqueur du Royal Rumble peut continuer avec une grosse superplex qui permet à Triple H de tenter le tomber à 3 reprises alors que le public continue à soutenir le challenger. Les deux vont alors enchaîner les contres et Benoit évite le pedigree pour coincer Triple H dans son crossface, mais Michaels revient encore une fois pile au bon moment pour l'empêcher de remporter la ceinture. Avec ça, HBK et Benoit vont partir à la lutte et étonnamment Michaels est hué quand il place une German suplex sur son adversaire, mais Chris Benoit revient très vite et il enchaîne les German pour reprendre le contrôle du combat. Il s'élance une fois de plus pour écraser Michaels avec son diving headbutt et cette fois-ci le toucher, mais celui-ci se dégage et il ne tarde pas à revenir avec son coup d'avant-bras à la volée qui sort Chris Benoit du ring et du combat. Tout ce temps a évidemment permis à Triple H de se relever et il se fait enchaîner par HBK qui l'écrase avec sa descente du coude pour tenter son switch in music qui touche la cible, mais qui pour autant ne lui offre pas la victoire puisque Benoit revient et tire le champion hors du ring. Michaels et Benoit vont alors repartir à la lutte et c'est finalement le Canadien qui prend le dessus et qui tente son crossface, mais là encore Triple H revient pour empêcher son ancien partenaire d'abandonner et sauver son titre et son match. À partir de là, vous l'avez vu, le match est juste trop bien, le fait qu'il y ait toujours des dégagements et des mecs qui reviennent de nulle part, franchement j'ai adoré, et en plus on va ajouter un petit peu de violence dans ce combat sans disqualification dans lequel Michaels est déjà en sang en partant à l'extérieur, et cette fois-ci c'est Benoit qui va subir, puisque Triple H et HBK reforment leur association le temps d'un instant, et l'écrasent sur la table des commentateurs avec une souplex.
Et c'est là que ce match qui était déjà génial devient absolument historique. Parce que maintenant débarrassés de Benoît, les deux rivaux peuvent relancer leur violente lutte dans le ring pour régler cette histoire qui n'avait pas été résolue au Royal Rumble, et c'est un HBK en sang qui domine le champion du monde pour lui aussi lui ouvrir le crâne. De nulle part, alors qu'il est en train de se faire enchaîner, Triple H réussit à revenir et il couche Michaels avec un pedigree qui aurait dû mettre un terme au combat. Mais Benoît sort de nulle part et sauve son opportunité sous une immense réaction. Avec ça, Michaels est pour de bon hors compétition et Benoît réussit à coincer Triple H dans un sharpshooter qui reçoit là encore une belle pop, mais qui pour autant ne lui donne pas la victoire puisque HBK revient encore avec un switch in musique et passe très proche de gagner la ceinture. Par miracle, à la dernière seconde, Benoît lève l'épaule pour rester dans le combat et Michaels arme alors une seconde fois son coup de pied, mais il est balancé à l'extérieur et Benoît, qui était alors à deux doigts de se faire coucher par un pedigree, surprend The Game et le coince dans un crossface, qui cette fois-ci aura raison du champion, puisqu'après avoir grandement souffert, Triple H tape au sol et sous l'ovation de l'arène, Chris Benoit remporte le match et devient pour la toute première fois champion du monde à la WWE. Rejoint dans le ring par son meilleur ami et champion de la WWE, Eddie Guerrero, les deux champions du monde de l'entreprise célèbrent l'avènement d'une nouvelle ère, puisque pendant longtemps, ils étaient les représentants de catcheurs sous-estimés par l'entreprise. Franchement, ce moment, c'est juste tellement d'émotions. Le fait que WrestleMania 20, qui était déjà très important, puisqu'on a vu les débuts de Cena, Orton et Batista, qui représentent la nouvelle génération, se termine en plus par la consécration de Benoît et Eddie Guerrero, pour moi, ça rend le show encore plus important. Alors, c'est sûr que comme je l'ai dit, malheureusement, aujourd'hui, on vit pas ce moment de la même manière, parce que c'est quand même important de préciser, et je sais que c'est pas hyper cool de finir la vidéo comme ça, mais j'ai pas trop le choix, que Chris Benoit, quelques années plus tard, il va commettre un double meurtre sur sa femme et son fils avant de prendre sa propre vie, dans un fait divers extrêmement tragique qui va bouleverser le monde du catch, et qui lui vaudra, à juste titre, d'être effacé de l'histoire. Évidemment, en connaissant ça, on vit pas le show comme les fans l'ont vécu à l'époque, mais en 2004, ce moment c'était vraiment un des plus importants. Et honnêtement, j'ai même un peu hésité à mentionner toute cette histoire de Chris Benoit parce que dans ces vidéos, j'essaye vraiment de me replonger dans le contexte de l'époque. Mais bon, c'est sûr que là, le fait est en fait tellement gros, et d'ailleurs ce main event, on n'en parle quasiment pas justement à cause de ça, que j'étais obligé de le mentionner. Donc voilà, malheureusement, c'est sur une note à la fois négative et entre guillemets un peu positive pour le contexte de l'époque que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez bien aimé WrestleMania 20 ou si vous avez un avis un peu différent, dites-le moi dans les commentaires. Et si vous voulez discuter avec moi un petit peu plus de ce show ou de tout plein d'autres trucs, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch, le lien est dans la description. Sur ce, c'était Monsieur Hawkin et on se retrouve très vite pour d'autres histoires.